retour sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission. Et à notre compagnie, un invité, il s'agit de M. Poda. Il est le coordinateur de Kodi Togo. Il est avec nous depuis le début de cette émission. Nous abordons cette deuxième partie avec une question sur le franc CFA. Et c'est avec vous, Ferdinand. Oui, c'est le sujet qui déchaîne les passions, les polémiques et qui est au cœur des débats, même parfois les plus inimaginables. Alors, comme nous avons la chance d'avoir un technocrate, expert du FMI, on aimerait juste savoir qu'est-ce que M. Poda pense de cette question du CFA, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour de cette monnaie-là. Qu'est-ce que vous en pensez réellement? Oui, merci Ferdinand. Je crois que c'est vrai que ce débat dure depuis un moment et déchire pratiquement toute la jeunesse africaine. Ça se passe sur les réseaux. Moi, je dirais deux choses, tout simplement, que le débat, en tant que tel, il est légitime. La question du CFA, c'est légitime. Nous vivons dans un monde qui bouge, qui change à grande vitesse. Et les accords qu'on a posés avant les indépendances même, il est de bon ton qu'on puisse les reviser et voir si on peut y apporter des améliorations. Je rappelle qu'au départ, on n'avait même pas 50% des réserves à gérer. C'était moins que ça. Et donc, quand la Banque centrale quittait Paris pour venir à Dakar, en Afrique, et qu'il y a eu une certaine africanisation, on a fait un combat qui n'était pas dans la rue en ce moment, quand même, pour arriver à 50% de la gestion des réserves. Mais ce débat, on le pose dans le public, et s'il y a un aspect de la science économique, ou en tout cas de la politique économique qui est le plus difficile, c'est ça, la monnaie. Et même les experts, vous réunissez 3 ou 4, vous aurez 5 avis. Donc le mettre simplement sur les réseaux, ça donne beaucoup de passion, des incompréhensions, des choses que les gens ne comprennent même pas. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut restituer le débat. Il faut que ce débat se fasse, mais dans l'ordre, dans une certaine discipline, avec une certaine rigueur. Sinon, la question en tant que telle, elle est légitime. Et les pays africains réfléchissent depuis longtemps à avoir une monnaie africaine. Je pense que c'est déjà trop vite aller en besogne d'avoir une monnaie africaine. Il vaut mieux avoir d'abord des monnaies régionales. Et je crois que pour ça, la CEDEAO également est depuis un certain moment, cette monnaie qui devait être mise en œuvre. Chaque fois, on repousse parce que techniquement, il y a beaucoup de problèmes. Les pays ne sont pas au même niveau de développement. Une monnaie commune à plusieurs pays qui n'ont pas une politique commune économique, qui n'ont pas beaucoup... Bon, on parle des États-Unis, les États-Unis, c'est un État. Les États-Unis, c'est un État. Il n'y a pas une politique d'affaires étrangères de Californie, de ceci. Donc, nous, on n'est pas encore dans ce cadre-là. Donc, pour arriver à ce que la monnaie qu'utilise la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, tout le monde y trouve quelque chose, des petits pays qui ne sont pas industrialisés, comme les grands pays qui ont une capacité d'industrialisation, il y a beaucoup de technicité, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, n'oubliez pas, ceux qui en bénéficient doivent accepter de faire un transfert vers les autres pays qui sont les plus pauvres ou qui n'ont pas cette capacité d'industrialisation. Le problème se posait entre l'Allemagne, la Grèce, les petits pays. Donc, si de ces grands pays qui ont passé par plusieurs étapes pour en arriver là, ont pris le temps, il faut que les Africains aussi prennent le temps. Je dis toujours, il ne faut pas qu'on demande une patate chaude. Il faut préparer la sortie ou l'avènement de la monnaie de la CEDEAO. Techniquement, les populations et tout. Imaginez qu'on dit, nous avons une zone où il y a libre circulation des personnes et des biens. Je ne sais pas, faites le tour, passez de Nigeria pour aller en Côte d'Ivoire, vous verrez si c'est une réalité. Donc, en Afrique, les slogans, les incantations, nous aimons beaucoup ça. On parle beaucoup, mais en fait, non, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus de rigueur. Et comme disait un économiste français d'ailleurs, Jacques Rueff, le destin du peuple se joue sur la monnaie. Ça veut dire que quoi? On peut vous dévaluer ou faire en sorte qu'on vous mette des fausses monnaies. Donc, vous voulez une monnaie. Est-ce que vous avez où faire cette monnaie-là? Vous allez l'imprimer où? Donc, c'est des questions en amont qu'il faut se poser. Et si on l'imprime
bon, comment on fait en sorte qu'on peut avoir une politique monétaire indépendante, une banque centrale indépendante, parce que si ce n'est pas le cas, alors là, les politiques s'y mêlent, on ne va pas financer les déficits publics également, seulement pas la monnaie, parce que là, on peut créer l'inflation. Donc, si le débat en tant que tel est légitime, il est mal conduit parce que ça va dans des réseaux et tout le monde s'y mêle avec beaucoup de passion. Est-ce que c'est pas parce que quelque part, c'est la faute aussi aux élites qui ont laissé le débat aller dans la rue? Parce que ce débat-là, nous avons des technocrates, des universitaires. Pendant longtemps, ils n'ont jamais récupéré ce débat et pesé sur l'opinion. Du coup, le débat est parti dans la rue et c'est devenu la spécialité des activistes. Ceux qui ne connaissent même pas les contours du sujet, tout le monde est devenu spécialiste de la monnaie. Et vous venez de le dire, la question de la monnaie est une question assez complexe. Et je ne crois pas qu'en Afrique, il y ait des facultés dans nos universités dans lesquelles on forme les gens sur les questions monétaires. Et est-ce que ce n'est pas la faute aussi à l'élite qui a laissé le débat aller dans la rue? Oui, absolument. Je dirais oui, parce que la préparation est la clé de toute chose. Si on se fixe comme objectif que les pays africains ou les pays de la zone franc doivent avoir leur souveraineté monétaire totale, c'est-à-dire que vraiment ils ont leur politique, la monnaie, tout est fait de manière endogène, ça veut dire qu'on se donne un horizon et on prépare les hommes pour cela. Ça n'a pas été fait. Mais c'est quand même pas un débat nouveau. Moi, je me souviens, j'ai commencé ma carrière avec un livre de Tchan Pouemi, qui est un économiste camerounais, qui disait « Monnaie, servitude et liberté ». Et j'invite tout le monde à lire ce bouquin-là. C'est l'un des premiers bouquins sur la monnaie, qui était un très bon bouquin, bien sûr. Mais bon, à ce moment, les débats n'étaient pas. Maintenant, il y a les réseaux. Alors, tout le monde... Le phénomène des réseaux, c'est que dès que tu es là, tu deviens tout de suite une star. Bon, alors tout le monde s'y mêle, alors tout le monde devient expert de la chose. Les vrais experts, finalement, se taisent parce que c'est dans ce brouhaha, on ne peut pas comprendre. Imaginez, par exemple, qu'on dise que les réserves de nos pays se trouvent en France. Oui et non. Les réserves, si vous avez un compte en Europe, aujourd'hui, vous aurez une partie de vos avoirs tout simplement là-bas. L'État peut vous donner, votre banque peut vous donner quelques intérêts dessus ou pas. Et quand vous avez envie d'acheter quelque chose en Europe, vous utilisez votre euro directement. Alors, ça, la monnaie est toujours disponible pour vous. Mais si un exportateur togolais exporte quelque chose vers la France ou bien vers l'Union européenne, et que finalement, cet exportateur encaisse en dollars ou en yuan ou toutes les monnaies possibles, la contrepartie lui est versée au Togo. La monnaie n'est pas réquisitionnée. Il reçoit son nom en francs CFA. Et le jour où il a besoin encore d'aller acheter quelque chose en dollars, mais il passe par sa banque et également en même temps on dénoue l'opération. Donc c'est comme vous avez un correspondant qui le fait. Bon, alors la question peut se poser, pourquoi le compte d'opération, pourquoi pas la Banque de France, pourquoi? Donc c'est vrai qu'en termes d'image et de symbole, ça passe mal aujourd'hui. La jeunesse africaine aujourd'hui ne peut plus accepter ce genre de choses. Mais quand on va dans la technicité, ce n'est pas si différent qu'avoir un correspondant qui fait. Et quand on voit ce que ça fait dans la masse monétaire de la France ou ceci, ce n'est pas grand-chose, mais ça donne un poids à la France. On ne peut pas le négliger. Oui. Ce poids-là, la France ne peut pas dire que ça n'existe pas. Ce poids des pays africains, même si en termes monétaires ou bien en termes de poids, ça ne fait pas grand-chose, mais ça conforte la France. Et les débats que la jeunesse africaine pose aujourd'hui, je crois que c'est bien, mais il faut canaliser ce débat-là et pour qu'on puisse savoir à quel moment et comment faire en sorte que l'Afrique retrouve cette souveraineté monétaire. Et je dis toujours que battre monnaie est une souveraineté et que tôt ou tard, il faut que l'Afrique aussi puisse arriver à battre sa propre monnaie. On sait que la diaspora joue un grand rôle dans la lutte pour l'alternance, également dans le développement économique. Mais vous avez choisi de vous regrouper en une coalition. Dites-nous, quels sont les principes fondateurs de Koji Togo ? Et oui. Quels sont les objectifs? Merci pour cette question. Je dirais d'abord que la diaspora, en quelques chiffres, c'est quand même 2,5 millions. On le chiffre comme ça, de Togolais dehors sur les 7, 5 ou 8 que nous sommes. Donc c'est quand même un pourcentage assez élevé de Togolais à l'extérieur.
Deux, en termes d'appui financier, l'apport de la diaspora dans l'économie nationale est très élevé. Ça dépasse même l'aide internationale au Togo. Et ça, c'est ce qui est saisi dans les circuits officiels. Maintenant, tous ceux qui à l'aéroport donnent 100 € pour qu'on donne à sa cousine ou bien pour aider quelqu'un qui est malade, on ne les saisit pas. Donc, c'est dire que le poids économique de la diaspora est important. Et peut-être que c'est ce qui stabilise un peu aussi ce pays, parce que des fois, quand j'arrive, je me dis, mais il y a un miracle. Avec 35 000 ou 50 000 francs, comment les gens s'en sortent? Ils ont une famille à nourrir, à éduquer, il y a la santé, mais bon, le pays est toujours à un certain équilibre social. Il n'y a pas encore un soulèvement populaire comme on connaît dans d'autres pays. Alors, la diaspora, au départ, était organisée des fois sous des formes associatives, les gens peut-être pour régler les problèmes entre les Togolais qui sont là. Et puis petit à petit, il y a eu cette prise de conscience qu'il faut aller au-delà des associations simplement caritatives et autres, et qu'il faut finalement peser sur les événements qui se passent dans nos pays. Il y a eu plusieurs tentatives. Il y a le Conseil mondial de la diaspora togolaise, le CMDT, qui était créé. Il y a aux États-Unis et au Canada la Diastocade. Mais c'est toujours un peu cloisonné. On n'a pas cette synergie d'action. Et quand en août 2017, il y a eu cette redynamisation de la lutte. Parce que là aussi, il faut dire que la lutte togolaise, elle dure depuis les années 90. Elle n'a pas commencé en 2017. 2017, c'est une redynamisation, un nouveau réveil de cette lutte-là. Et nous avons pensé, même que depuis 2005, on aurait dû accompagner ce pays carrément sur la voie de la démocratie, puisque le président Yalema décidait de sa belle-mère, et ça veut dire que c'est le moment pour qu'on accompagne ce pays, pour éviter tous les problèmes que l'on rencontre dans d'autres pays où j'ai travaillé, notamment la Centrafrique, d'autres pays, le Rwanda et consorts. Alors, Kodi Togo, l'objectif est très simple. D'abord, mettre tous nos moyens ensemble, avoir une synergie d'action, avoir un objectif commun, et maintenant accompagner la société civile au Togo dans cette lutte. Et nous l'avons fait. Vous vous souvenez très bien que le 15 juin, le premier forum citoyen qui est organisé par le Fonds citoyen Togo debout, c'était avec Kodi Togo. Donc on a co-organisé. Et nous avons participé financièrement, intellectuellement. Nous étions là en délégation pour faire partie du panel. Les marches qui se font ici à l'intérieur du pays, nous étions présents. Moi-même, j'étais là le 23 septembre, je crois, puis le 5 octobre. D'autres également viennent. Il y a des PACA de Kodi Togo. L'Espérance Togo, quand c'est créé le 20 octobre, vous vous souvenez, il y avait un grand forum à Agora Senghor. J'y étais et je crois que c'est à ce moment que beaucoup de vos confrères m'ont découvert. Donc la diaspora, Kodi Togo était encore présent là-bas. Et puis le tout dernier, le 15-16 mars, donc le forum également. Les forces vives. Les forces vives également, nous étions là. Donc c'est dire que la diaspora a pris conscience qu'il faut que nous aussi, comme ceux qui sont à l'intérieur se sont regroupés dans une coalition, nous nous regroupons pour avoir une synergie d'action et pour augmenter nos capacités, nos moyens et peser un peu sur le déroulement démocratique, les événements en Afrique. Ceci dit, la diaspora était un peu divisée parce qu'au départ, chaque parti politique voudrait avoir sa diaspora. Alors, il y a la diaspora de l'ANC, la diaspora de PNP. Alors, maintenant que la diaspora veut se dire, nous sommes, disons, la diaspora tout simplement, qui n'est pas alignée sur un parti, mais une diaspora homogène ou qui recherche son homogénéité, ça pose des problèmes. Et il y a encore beaucoup de tensions dans la diaspora à régler pour qu'on arrive à l'objectif primaire qui est de mettre toutes ces diasporas ensemble. Et je vous dis tout à l'heure qu'en mai, c'est peut-être le 4 mai, si ça se tient, il y a aux États-Unis, au Canada, encore un grand rassemblement de toutes les associations pour pouvoir toujours dialoguer, se parler, communiquer et définir un objectif commun.
le plus grand problème qu'on a dans toute coalition ou autre, c'est qu'il faut que les règles de jeu soient claires, l'objectif soit clair et qu'on sache qu'il y a également un code de conduite. S'il n'y a pas ça, vous avez vu, on peut être ensemble parce qu'il y a un moment donné quelque chose qui vous rassemble, mais tant qu'on n'a pas défini les valeurs qu'on défend, la vision qu'on défend, où est-ce qu'on veut aller, à la fin, on tourne en rond et il y a une implosion, comme ça arrivé un peu à l'intérieur de la C14. Et nous souhaitons vivement, je crois qu'il y a encore des actions dans ce sens-là pour que la C14 se regroupe, puisque c'est dans l'action unitaire que nous pouvons vraiment impacter la dynamique de démocratisation. Et justement, au sein de Kodi Togo, comment vous avez vécu les derniers événements au niveau de la C14 qui finalement est en lambeaux? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Et quelles sont vos tentatives pour résoudre ce problème-là? Ah oui, c'est à la C14 de résoudre ces problèmes parce que nous, on ne fait pas partie de la C14. Nous travaillons de manière très rapprochée avec la C14. On a mis en place des passerelles pour que ce qui se passe au niveau de la C14 soit communiqué directement à Kodi Togo et que si nous avons également notre apport intellectuel, de suggestions, tout ça, on le fait. Mais c'est quand même très difficile et nous vivons cette implosion avec beaucoup de regrets. Il est certain qu'au départ, nous sommes conscients qu'une agglomération de 14 partis et tous prétendent exercer le pouvoir, il peut y avoir des tensions. Ça, c'est prévisible. Je ne pense pas qu'il y ait des problèmes, on le sait. Mais que les leaders politiques n'arrivent pas à dépasser chacun ses propres égos et leadership pour qu'ensemble, on puisse arriver à l'objectif qui est assigné, qui est l'alternance au Togo. Là, ça pose problème. Et je crois tout simplement que c'est un appel que nous lançons, que les uns les autres se reprennent. Et bien sûr, tirent les leçons de leur expérience et maintenant envisagent l'avenir de façon beaucoup plus rapprochée pour arriver à la tenance au Togo. Parlant toujours de la diaspora, on sait qu'elle est complexe de par sa composition, les motifs qui ont poussé les gens à quitter le pays. Il y a des motifs politiques, il y a des motifs économiques, il y a d'autres motifs. Et que sur les 2 500 000 personnes que vous avez tout à l'heure citées, une grande partie de cette diaspora est aussi en Afrique. On oublie souvent de le dire, dans les pays voisins et tout ça. Et vous avez parlé des initiatives qui ont été prises par le passé, la Diastocad, le Conseil mondial de la diaspora togolaise. Et alors, qu'est-ce qui fait de Kodi Togo une organisation particulière ou spécifique? Parce que on voit bien que dans la diaspora, il y a généralement des critiques, des attaques, dès que des initiatives sont prises et que ces initiatives ne vont pas dans un sens ou dans un autre, on assiste à des attaques et tout ça. Quelle est la particularité de Kodi Togo et comment est-ce que Kodi Togo essaye de minimiser ces querelles qui existent dans la diaspora? Oui, vous avez touché du doigt un des problèmes épineux de la diaspora. Disons que moi, je peux dire que nous sommes fiers de Kodi Togo. En un an, je crois que Kodi Togo, qui n'existait pas, Kodi Togo est né en décembre 2017 à Paris et a mis sa structuration vraiment qu'en mars 2018 à Dakar. Donc de 2 mars 2018 à maintenant, je crois que Kodi Togo s'est installé. Pourquoi? Parce que c'est une association qui donne quand même la liberté aux autres associations. On n'est pas... on est ensemble, mais chaque association conserve toujours sa structure. Donc, ce qui nous réunit, et nous avons mis en place une coordination générale, mais il y a des coordinateurs continentaux. L'Afrique a un coordinateur qui est au Ghana, qui coordonne tout ce qui se passe sur l'Afrique, le Nigeria, le Ghana, le Burkina, qui est le coordinateur Afrique, donc qui est plus proche des réalités de ce que vivent les Togolais qui sont dans les pays voisins. Il y a un coordinateur Europe
et puis il y a un coordinateur Amérique, et puis un coordinateur général. Donc c'est en même temps, comme on dit, nous sommes dans ce qu'ils appellent le gloco, hein. On est global, mais en même temps on est localisé. Et c'est ça qui fait la force. Et en plus, nous ne travaillons par conviction. Ce qui nous a amené à Kodi Togo, c'est parce que nous voulons peser sur les événements pour, comme le dit le nom, la tenance et la démocratie au Togo. Tout le reste, les petites querelles, des gens qui ne vous connaissent même pas. Et vous posez une action, bon, ils n'ont pas les tenants, les aboutissants, mais je crois qu'il faut dépassionner. Il y a beaucoup d'émotions. Et d'ailleurs, on le dit beaucoup ailleurs, qu'il y a trop d'émotions dans la façon dont nous réagissons au Togo. Peut-être ça existe ailleurs, mais au Togo, on a atteint un certain degré. Bon, je comprends qu'on est venu de différents horizons et que les autres, mais fondamentalement, ce qui fait la différence, c'est cette conviction et le fait que nous nous dépassons, nous ne voulons pas tirer sur les gens tout simplement parce qu'il a émis une opinion. Je suis de ceux qui pensent que l'expression, la liberté d'expression, elle doit être totale et intégrale. Quelqu'un qui s'exprime n'a pas sa place dans une prison, il n'a pas sa place nulle part. Si quelqu'un s'exprime, il n'a pas pris de couteau, il n'a pas pris de fusil, il n'a pas pris, on ne doit pas l'inquiéter. Si vous n'êtes pas d'accord, vous vous exprimez aussi. Mais dans la politesse, et c'est ce qui manque un peu à certains, je ne dis pas que c'est tout le monde de la diaspora, mais certains de notre diaspora. Est-ce qu'ils sont en mission commandée? On ne sait pas. Est-ce qu'ils sont, mais pour nous, en tout cas, moi personnellement et l'équipe avec laquelle je travaille dans Kodi Togo, non, je pense que nous mettons nos regards sur l'objectif qui est qu'il faut qu'on atteigne la tenance et la démocratie. Alors, la diaspora togolaise, en termes d'impact économique, c'est quand même, selon une étude de la Banque mondiale sur les migrations parue il y a quelques semaines, la diaspora a transféré au Togo de manière officielle 400 millions de dollars, environ 323 milliards de francs CFA, et ça fait 8% du PIB. C'est plus que l'aide publique au développement, c'est plus que les investissements directs étrangers. Est-ce qu'il y a cette diaspora avec autant de puissance économique, pourquoi elle ne pèse pas réellement sur la situation politique du pays? Parce que aujourd'hui, sans la diaspora, les gens ne vivent pas au Togo. Et plus la situation politique du pays va se dégrader, plus la pression de ceux qui sont restés sur ceux qui sont partis sera encore plus énorme. À un moment donné, je me dis, de manière cynique, il faut quand même que la diaspora arrête d'envoyer de l'argent au Togo pour que la révolution se fasse. Et donc, c'est autant de moyens qu'on envoie au Togo, mais pourquoi cette diaspora ne s'organise pas véritablement pour peser sur la situation politique afin que son poids soit reconnu réellement? Oui, Ferdinand, merci. Les 8%, c'est le chiffre officiel. Oui, c'est plus que ça d'ailleurs. Ça doit être plus que ça. Oui. Non, disons que il y a cette question d'organisation, d'abord de persuasion des uns des autres, parce que la diaspora, le chiffre que vous donnez, c'est des chiffres qu'on a agrégés. Oui, officiellement, ils disent 232 milliards de francs CFA. C'est chacun qui envoie à sa famille. Tout à fait. Au moment où la diaspora va s'organiser pour dire que nous, diaspora, nous voulons faire un investissement de telle ampleur dans tel domaine pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, pour créer de la valeur ajoutée, nous voulons construire un hôpital du temps de ceci. En ce moment, je crois que ce ne sera pas une question d'aider ma famille, parce que là aujourd'hui c'est toujours la même chose, l'émotion. C'est la famille qu'on aide, c'est les soeurs, c'est les cousines, c'est les neveux, mais ce n'est pas encore un investissement de la diaspora dans un secteur bien précis où la diaspora s'organise. C'est ce qu'il faut faire. Alors ça demande deux choses. Puisqu'on n'avait pas commencé dans ce sens-là, il faut que d'abord on communique sur ça, qu'on persuade les gens. Et comme toujours, la crédibilité, la rigueur. S'il n'y a pas ça, les gens ne veulent pas donner de l'argent à quelqu'un à qui ils n'ont pas confiance. Les gens ne veulent pas donner de l'argent et puis finalement c'est dilapidé, on n'a pas de compte à rendre. Donc tout cela, c'est dans la mentalité. Et pour changer cette mentalité-là, pour amener les gens, ça prend du temps. Or, les échéances sont là, à côté de nous.
on n'a pas ce temps-là pour arriver. Mais je crois que c'est un bon point qu'il faut que notre diaspora... Ailleurs, ça se fait. Moi, je connais la diaspora sénégalaise qui ont changé malienne, tout leur village. Il y a à leur disposition des écoles et tout ça. Au Togo, chacun fait individuellement dans sa région, dans son coin, mais on n'est pas encore arrivé. Et je crois que Codi Togo, d'ailleurs, c'est l'appel que je lance. Il faudrait que toutes les autres associations puissent venir dans Codi Togo. D'abord, connaître ce qu'on fait. On a un site web, on connaît les gens. Et maintenant, poser des questions. À l'intérieur, le débat est ouvert. Et en plus, chaque association ne paie pas son indépendance. Alors, je crois que c'est par là où nous pouvons tout doucement, d'ici encore quelques années, faire comprendre aux gens qu'il y a du sérieux, il y a de la rigueur, et qu'à partir de là, maintenant, on peut créer, pourquoi pas, une banque d'investissement de la diaspora. Vous voulez en parler là? Oui, on peut prendre, non, pour l'informatique, pour le G4 au Togo, mais la diaspora vient et investit dans ce secteur. Il y a beaucoup de choses que la diaspora peut faire. Simplement, il faut d'abord que cette barrière des Togolais à ne pas se faire confiance, cette méfiance-là, on puisse la dépasser, qu'on crée cette confiance et qu'ensemble, maintenant, on puisse travailler. Merci, Koda. On va encore marquer la deuxième pause et on reviendra dans la troisième partie pour cette émission. À tout à l'heure.